Dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque Mazarine, derrière une rangée de manuscrits oubliés, se cache un document dont la simple lecture glace le sang. Sur sa couverture de cuir craquelé, une inscription tracée d'une main tremblante « Pour que la vérité survive aux mensonges des puissants ». Ce témoignage, daté de 1847, révèle l'histoire la plus sordide du Paris restauré, une histoire que l'Église, l'État et la haute bourgeoisie ont tout fait pour enterrer à jamais dans les oubliettes de l'histoire. Si cette révélation vous intrigue autant qu'elle m'a bouleversé lors de sa découverte, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez, car cette histoire nous concerne tous, où que nous soyons, tant elle révèle les abîmes de cruauté que peut atteindre l'être humain quand il maquille ses crimes derrière la façade de la vertu. Paris, automne 1817. 3 longues années se sont écoulées depuis la chute définitive de Napoléon à Waterloo et la France pense encore ses plaies béantes. La capitale qui a vu défiler tant d'armées étrangères retrouve lentement son souffle sous la restauration de Louis XVIII. Mais derrière les façades reconstruites et les boulevards réaménagés, la misère grouille dans les faubourgs surpeuplés. La Restauration s'efforce de reconstruire non seulement les bâtiments détruits, mais aussi l'âme de la nation. Dans cette entreprise titanesque de reconstruction morale et spirituelle, l'Église catholique, longtemps persécutée sous la Révolution et l'Empire, retrouve progressivement son influence perdue. Les congrégations religieuses renaissent de leurs cendres, les ordres contemplatifs rouvrent leurs portes, et partout fleurissent les œuvres charitables destinées à panser les maux d'une société traumatisée. C'est dans ce contexte de renaissance catholique que naît la Maison de Grâce, rue Saint-Antoine, dans l'ancien 11e arrondissement. L'imposant édifice de 3 étages, ancien hôtel particulier ayant appartenu au comte de Brécieux, guillotiné en 1793 pour intelligence avec l'ennemi, dresse sa façade austère de pierre grise entre les échoppes d'artisans et les immeubles de rapport qui caractérisent ce quartier populaire. L'établissement abrite désormais une œuvre charitable dirigée par la famille Ducléry. Armand Ducléry, ancien capitaine du 3e régiment de chasseurs à cheval de l'armée royale, décoré de la Légion d'honneur pour sa conduite héroïque lors de la campagne d'Espagne. Sa femme Célestine, née Beaumont, issue d'une famille de petite noblesse bretonne et ancienne infirmière des hospices militaires. Et leur fils unique, Théophile, brillant étudiant en droit revenu récemment de l'université de Toulouse, auréolé de ses succès académiques. La Maison de Grâce se présente comme un refuge pour les femmes tombées dans le péché. Jeunes filles enceintes hors mariage, domestiques violentées par leur maître, ouvrières poussées à la prostitution par la misère, épouses abandonnées, veuves sans ressources. L'institution promet rédemption, formation morale, apprentissage d'un métier honnête et surtout réinsertion dans une société qui ne pardonne guère les écarts de conduite féminin. Dans les salons bourgeois, on vante cette initiative. L'archevêché de Paris la soutient officiellement. Les juges du tribunal de première instance y dirigent régulièrement les prévenus qu'ils estiment récupérables. Les curés des paroisses les plus pauvres recommandent chaudement la Maison de Grâce aux familles désespérées par la conduite de leurs filles. Même la presse conservatrice célèbre cette œuvre admirable de charité chrétienne qui redonne espoir aux âmes perdues. En surface, tout paraît effectivement exemplaire. Les visiteurs occasionnels, députés en tournée d'inspection, dames patronesses en quête de bonnes œuvres, journalistes bienveillants, repartent édifiés par ce qu'ils ont vu. Des femmes recueillies qui travaillent dans le silence et la prière, des dortoirs propres et ordonnés, une chapelle où résonnent les cantiques de la pénitence, des ateliers de couture où s'activent des mains expertes. Mais sous cette façade pieusement orchestrée se cache une réalité infiniment plus sombre. Un système d'exploitation d'une sophistication diabolique. Une entreprise criminelle d'envergure industrielle qui prospère dans l'ombre de la charité chrétienne. L'histoire commence véritablement par une nuit glaciale de février 1819, quand sœur Marie-Agnès de la Visitation frappe à la lourde porte clouée de la Maison de Grâce. Cette religieuse de 42 ans,
au visage creusé par les privations mais aux yeux encore vifs d'intelligence, arrive avec une malle dérisoire et une lettre de recommandation qui scelle son destin. Marie-Agnès, née Marguerite Delacroix dans une famille de bourgeois rémois, avait embrassé la vie religieuse à 18 ans au couvent de Sainte-Clotilde à Reims. Pendant 24 années, elle avait servi Dieu avec une ferveur que rien ne semblait pouvoir ébranler. Mais son esprit critique, héritage de son père, avocat au Parlement de Paris avant la Révolution, et sa formation poussée, elle savait lire, écrire, calculer et même un peu de latin, ce qui était exceptionnel pour une femme de son époque, avait fini par la perdre. Car sœur Marie-Agnès avait commis l'imprudence de questionner certaines pratiques de son abbesse, mère Joséphine de Montclerc. Elle avait remarqué la disparition mystérieuse de 3 jeunes novices, partis rejoindre leur famille, selon la version officielle, mais dont les proches n'avaient jamais entendu parler. Elle avait également découvert des irrégularités dans la comptabilité du couvent. Des sommes considérables versées par des bienfaiteurs anonymes ne figuraient dans aucun registre, tandis que les dépenses d'entretien étaient largement surévaluées. Quand Marie-Agnès avait osé demander des explications, Mère Joséphine l'avait d'abord sermonnée sur les dangers de la curiosité, mère de tous les vices, selon saint Augustin. Puis, devant l'insistance de la religieuse, elle avait fait appel à l'évêque de Reims, Monseigneur de Coucy, qui avait tranché avec une autorité sans appel. Sœur Marie-Agnès souffrait d'orgueil spirituel et de tendance à la rébellion, incompatibles avec la vie communautaire. Elle devait quitter le couvent sous 48 heures. La lettre de recommandation qui accompagne Marie-Agnès à Paris porte la signature de Monseigneur de Coucy, mais son contenu reste volontairement vague. Sœur Marie-Agnès de la Visitation, ci-devant religieuse de notre diocèse, s'est rendue coupable d'insubordination grave et de remise en cause de l'autorité légitime. Cependant, considérant ses 24 années de service et sa conduite par ailleurs irréprochable, nous la recommandons à votre charitable attention pour qu'elle trouve dans le repentir et l'humilité la voie de sa rédemption. Ce document ambigu constitue à la fois un sauf-conduit et un acte d'accusation. Il permet à Marie-Agnès d'échapper à l'internement définitif dans un couvent-prison, mais la marque à vie comme religieuse, déchue, privée de la protection de l'Église et livrée aux aléas du monde. Armand du Cléry reçoit la nouvelle pensionnaire dans son bureau, vaste pièce aux boiseries sombres décorée de portraits d'ancêtres militaires et d'un grand crucifix d'ivoire. L'ancien capitaine, homme de 58 ans à la prestance encore imposante malgré une légère claudication héritée de ses campagnes, examine longuement la lettre de recommandation avant de lever ses yeux perçants vers Marie-Agnès. « Ma sœur », lui dit-il de sa voix grave et posée, trahissant ses origines aristocratiques, « ici, nous ne jugeons personne. Nous offrons une seconde chance à celle que le monde a rejetée. Votre passé ne nous intéresse pas, seul compte votre avenir que vous construirez par le travail, la prière et l'obéissance. » Il marque une pause, scrutant le visage de la religieuse. « Car l'obéissance, ma sœur, est la première des vertus dans cette maison. Celle qui l'oublie le regrette amèrement. » Célestine du Cléry, qui observe la scène depuis le seuil de la porte, s'avance alors. Cette femme de 45 ans, encore belle malgré les années, possède cette élégance naturelle des femmes de la noblesse d'Ancien Régime. Mais ses yeux d'un bleu glacial trahissent une dureté que ne parvient pas à masquer son sourire de façade. Vous découvrirez que notre maison possède ses propres règles, différentes de celles que vous avez connues, ajoute-t-elle avec une amabilité teintée de menace. Nous accueillons ici des femmes, comment dire, plus fragiles que celles que vous côtoyez au couvent. Il faut parfois user de fermeté pour les ramener dans le droit chemin. Marie-Agnès hoche la tête, ne saisissant pas encore toute la portée de ses paroles. Elle est fatiguée par le voyage, désorientée par sa nouvelle situation, reconnaissante qu'on veuille bien d'elle. « Je vous remercie de votre charité », murmure-t-elle. « Je ferai de mon mieux pour vous donner satisfaction. »« Nous n'en doutons pas », répond Armand du Cléry avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux.
Germaine va vous conduire à votre chambre et vous expliquer le règlement. Germaine Boudier, femme de 40 ans au visage buriné et aux mains calleuses, guide Marie-Agnès à travers les couloirs de la maison de grâce. Ancienne pensionnaire devenue femme de confiance, elle connaît chaque recoin de l'établissement et semble jouir d'une autorité particulière sur les autres femmes. Vous logerez au 2e étage, explique-t-elle en gravissant l'escalier de pierre dont les marches usées témoignent d'un passage séculaire. C'est là qu'on met les nouvelles, le temps qu'elles s'habituent. Après, si vous vous tenez bien, vous pourrez peut-être descendre au 1er avec nous autres. Le 2e étage révèle un long couloir éclairé par quelques fenêtres donnant sur une cour intérieure. De chaque côté s'alignent une dizaine de portes identiques, fermées par de simples loquets, mais dépourvues de serrure. « On ferme pas à clé ici », précise Germaine en remarquant le regard de Marie-Agnès. « Faut que les filles comprennent qu'elles sont venues de leur plein gré et qu'elles peuvent repartir quand elles veulent. » Cette affirmation résonne étrangement aux oreilles de Marie-Agnès, mais elle n'ose pas questionner davantage. Sa chambre, plutôt sa cellule, mesure 3 mètres sur 2. Un lit de fer, une table de bois brut, une chaise, un broc et une cuvette constituent tout le mobilier. Une petite fenêtre à barreaux donne sur la cour intérieure où s'étend un potager entretenu par les pensionnaires. Vous prendrez vos repas au réfectoire, premier service à 6 heures, deuxième à 8 heures. Continue Germaine. Travail de 7 heures à midi, puis de 2 heures à 6 heures. Office du soir à 7 heures dans la chapelle. Extinction des feux à 9 heures. Dimanche, messe à 8 heures et repos l'après-midi, sauf pour celles qui sont de service. Le règlement paraît strict mais pas inhumain. Pourtant, quelque chose dans le ton de Germaine, dans ses regards furtifs, dans sa façon de baisser la voix en évoquant certains points, inquiète Marie-Agnès. « Et les autres pensionnaires ?» demande-t-elle. « Combien sont-elles ?»« Ça dépend », répond Germaine évasivement. « Des fois 15, des fois 30. Ça bouge beaucoup. Les unes arrivent, les autres repartent. Elle marque une pause puis ajoute dans un murmure, ou alors elle monte au 3e. Au 3e ? Vous verrez bien, ou plutôt non, j'espère que vous verrez pas. Allez, installez-vous. Le dîner est dans 1 heure. Marie-Agnès reste seule avec ses interrogations. Par la fenêtre, elle observe les femmes qui travaillent dans le potager. Elles sont jeunes pour la plupart, entre 15 et 25 ans, et plusieurs montrent des signes évidents de grossesse avancée. Mais ce qui la frappe le plus, c'est leur silence. Elles bêchent, sarclent, arrosent sans échanger un mot, comme si la parole leur était interdite. Une cloche sonne 6 heures. Dans le couloir, des pas se dirigent vers l'escalier. Marie-Agnès suit le mouvement et découvre le réfectoire. Vaste salle voûtée qui occupait probablement les cuisines de l'ancien hôtel particulier. Une quarantaine de femmes sont assises à 4 longues tables de bois. Le plus frappant, c'est la séparation nette qui règne entre elles. À la première table, près de l'estrade où trône un crucifix, sont installées une dizaine de femmes mieux vêtues, au visage serein, qui bavardent à voix basse. Aux 2e et 3e tables s'entassent les pensionnaires ordinaires, jeunes filles enceintes, femmes amaigries par les privations, visages marqués par la misère ou la violence. La 4e table accueille un groupe à part, une douzaine de femmes au regard éteint, aux gestes mécaniques, qui mangent en silence sans lever les yeux de leur écuelle. Première table, les femmes de confiance, murmure une voix à l'oreille de Marie-Agnès. 2e et 3e, les pensionnaires ordinaires. 4e, la 4e, on l'appelle la table des muettes. Marie-Agnès se retourne et découvre une femme d'une 30aine d'années, encore jolie malgré la fatigue qui creuse ses traits. « Je suis Rosalie Thénard », dit-elle en tendant une main amaigrie, ancienne brodeuse de la rue du Faubourg Saint-Denis. « Et vous ?»« Sœur Marie-Agnès, enfin Marie-Agnès tout court maintenant. » Une religieuse ? Rosalie hausse les sourcils. Ça, c'est nouveau. D'habitude, ils prennent que des filles perdues. Qu'est-ce que vous avez fait pour échouer ici? J'ai posé trop de questions, apparemment.
Ah, sourit amèrement Rosalie, alors vous allez vous plaire. Ici, les questions, c'est notre spécialité. Le problème, c'est qu'on n'a jamais les réponses. Les premiers jours de Marie-Agnès à la maison de grâce se déroulent dans une atmosphère de surveillance discrète mais constante. Elle travaille aux cuisines sous la supervision de Mère Angélique, ancienne religieuse défroquée devenue cuisinière en chef, femme bourrue mais pas malveillante, qui lui enseigne les rudiments de la cuisine collective. « Vous avez de la chance d'être tombé sur moi », lui confie Mère Angélique en épluchant des légumes. « Il y a des postes bien pires dans cette maison. Tenez-vous tranquille. Faites votre boulot sans poser de questions. Et tout ira bien. » Mais Marie-Agnès ne peut s'empêcher d'observer, d'analyser, de chercher à comprendre. Son esprit, formé par des années d'études des Écritures et de méditation théologique, ne supporte pas l'incohérence, le flou, le non-dit. Elle remarque d'abord que les femmes enceintes disparaissent régulièrement. Un matin, Margot, jeune fille de 16 ans enceinte de 8 mois, ne se présente pas au travail. Elle a accouché cette nuit, explique Germaine. On l'a montée au 3e pour qu'elle se remette. Mais 3 jours plus tard, quand Marie-Agnès demande des nouvelles de Margot, on lui répond qu'elle est repartie chez elle avec son enfant. Pourtant, Marie-Agnès n'a entendu aucun cri d'accouchement, aucun pleur de nouveau-né. Et surtout, elle a vu Célestine Ducléry descendre du 3e étage à l'aube avec un panier couvert d'un linge, qu'elle a remis à un homme élégamment vêtu, venu la chercher dans une voiture fermée. « Où emmène-t-on les nouveau-nés » demande-t-elle innocemment à Rosalie. « Chut !» siffle cette dernière en jetant des regards inquiets autour d'elle. « Faut pas parler de ça, les murs ont des oreilles ici. » Mais le soir même, dans l'intimité de leur cellule voisine, Rosalie se confie. « Les enfants, on les voit jamais. Ils naissent au 3e et ils disparaissent le jour même. Officiellement, ils sont placés dans de bonnes familles qui peuvent pas avoir d'enfants. En réalité, elle ne termine pas sa phrase. En réalité quoi? En réalité, on dit qu'ils les vendent aux bourgeois qui peuvent payer. 50 louis d'or pour un garçon en bonne santé, 30 pour une fille. Et les mères qui posent trop de questions. Oui? Elles montent au 3e étage et elles redescendent jamais. Marie-Agnès sent un frisson glacial lui parcourir l'échine. Vous voulez dire qu'elle... Je veux rien dire du tout, coupe Rosalie, j'ai déjà trop parlé. Oubliez ce que je vous ai dit et dormez bien. Mais comment dormir quand on vient d'entrevoir l'abîme? Marie-Agnès passe la nuit à réfléchir, à reconstituer les éléments épars qu'elle a observés. Les femmes enceintes qui disparaissent, les nouveau-nés qu'on n'entend jamais pleurer, les visiteurs nocturnes aux voitures fermées, les regards terrifiés de certaines pensionnaires, l'existence mystérieuse de ce 3e étage interdit. Peu à peu, une hypothèse monstrueuse prend forme dans son esprit. Et si la maison de grâce n'était qu'une façade? Et si, sous le masque de la charité chrétienne, se cachait un trafic organisé? Déterminée à découvrir la vérité, Marie-Agnès entreprend une enquête discrète, mais systématique. Sa formation religieuse l'a habituée à l'écoute, à l'observation, à la mémorisation. Elle note mentalement chaque détail, chaque anomalie, chaque témoignage. Elle se lie d'amitié avec Rosalie, qui devient progressivement sa confidente. L'ancienne brodeuse, arrivée à la maison de grâce enceinte des œuvres de son patron, qui l'avait violentée puis chassée, a accouché 3 mois plus tôt d'un petit garçon qu'elle n'a jamais revu. Madame Ducléry m'a dit qu'il était mort à la naissance, raconte Rosalie, les larmes aux yeux. Mais je l'ai entendu crier, je vous jure que je l'ai entendu crier. Il était vivant, mon petit Auguste, il était vivant. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on vous a menti? Parce que j'ai vu Madame Ducléry le lendemain. Elle avait les mains tachées de lait. Pas de sang, de lait. Comme quand on donne le biberon à un enfant qui tète encore. Marie-Agnès frissonne. Célestine Ducléry, qui supervise les accouchements et s'occupe des nouveau-nés, ment donc aux mères sur le sort de leurs enfants. Mais pourquoi? Pour éviter les scènes déchirantes des séparations? Ou pour des raisons plus sordides? Elle entreprend également de nouer des relations avec d'autres pensionnaires. Justine Moreau,
ancienne soprano des théâtres parisiens tombée dans l'alcool après la mort de son protecteur, lui confie ses soupçons. « Il y a quelque chose de pas catholique ici, ma chère. Ces gens-là, ils se font trop d'argent avec leur œuvre de charité. Vous avez vu leurs habits, leurs bijoux? Cette maison doit coûter une fortune à entretenir, et pourtant ils vivent comme des bourgeois. » Angelina Dubois, veuve de guerre contrainte de se prostituer pour nourrir ses 2 enfants avant d'être sauvée par la maison de grâce, ajoute d'autres éléments troublants. Mon mari, il travaillait aux Halles avant de partir à l'armée. Il connaissait tous les circuits, toutes les combines. Ce que je vois ici, ça ressemble à un trafic organisé. Les gens qui viennent la nuit, les voitures fermées, les échanges d'argent, on dirait un commerce. Peu à peu, Marie-Agnès reconstitue le fonctionnement de l'institution. La maison de grâce ne se contente pas d'accueillir les femmes déchues. Elle les recrute activement. Des rabatteurs sillonnent Paris et la proche banlieue, identifiant les proies potentielles. Jeunes filles enceintes et désespérées, femmes violentées par leur mari, prostituées repentantes, domestiques chassés par leur maître. Le réseau s'appuie sur des complicités multiples. Sages-femmes qui signalent les grossesses illégitimes, confesseurs qui trahissent le secret de leur pénitente, domestiques qui dénoncent les fautes de leurs consoeurs, magistrats qui orientent les prévenus vers la maison de grâce plutôt que vers la prison. Une fois dans l'établissement, les femmes sont triées selon leur potentiel. Les plus jeunes et les plus jolies, enceintes de préférence, constituent la clientèle premium. Les autres servent de main-d'œuvre gratuite dans les ateliers de couture, de broderie et de blanchissage qui génèrent des revenus considérables. Marie-Agnès découvre l'ampleur de l'exploitation économique en étant affectée aux ateliers de couture dirigés par Théophile Ducléry. Le fils de famille, jeune homme de 26 ans au charme superficiel mais au regard calculateur, supervise une véritable manufacture clandestine. 40 femmes travaillent 12 heures par jour à confectionner des vêtements de luxe pour une clientèle bourgeoise. Robes de soirée, lingerie fine, uniformes militaires, costumes d'apparat, la maison de grâce produit tout ce que Paris compte de plus élégant. Nous travaillons pour les meilleures maisons, explique Théophile lors de sa visite quotidienne aux ateliers. Worth, Doucet, Pingat, tous nos clients apprécient la qualité de notre ouvrage et la discrétion de nos méthodes. La discrétion en question consiste à faire travailler des femmes sans salaire dans des conditions proches de l'esclavage. Officiellement, elles remboursent leur pension et apprennent un métier honnête. En réalité, elles enrichissent les Ducléry qui empochent l'intégralité des bénéfices. Marie-Agnès, grâce à sa formation, sait calculer. Elle estime qu'une robe de soirée vendue 100 francs à une cliente bourgeoise ne coûte que 5 francs en matière première. Le travail, fourni gratuitement par les pensionnaires, représente une manne de 95 francs de bénéfices nets par pièce. Avec une production quotidienne de 10 à 15 pièces, l'atelier génère entre 900 et 1400 francs de profit par jour, une fortune à l'époque. Mais ce n'est rien comparé au trafic principal, la vente des enfants. Si cette révélation vous a donné des frissons, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Car nous ne sommes qu'au début de cette descente aux enfers. La véritable nature de la maison de grâce se révèle progressivement à Marie-Agnès grâce à sa position privilégiée aux cuisines. De là, elle peut observer les allées et venues de toute la maison sans éveiller les soupçons. Elle remarque d'abord le ballet nocturne qui s'organise autour des accouchements. Quand une femme entre en travail, on la monte discrètement au 3e étage. Célestine Ducléry, assistée de Germaine et parfois d'une autre femme de confiance, supervise l'accouchement dans le plus grand secret. Quelques heures plus tard, invariablement, une voiture fermée s'arrête dans la cour intérieure. Un homme élégamment vêtu en descend, échange quelques mots avec Armand Ducléry, puis repart avec un panier soigneusement enveloppé. L'échange est toujours accompagné d'une remise de bourse d'or que Marie-Agnès entrevoit furtivement. Un soir de mars 1819, elle surprend une conversation révélatrice entre Théophile et un visiteur dans le bureau paternel. Cachée dans l'office attenant aux cuisines, elle entend distinctement leurs propos.
Le couple Bertrand sera parfait pour ce nourrisson, murmure l'inconnu d'une voix cultivée. Ils attendent depuis 3 ans et peuvent payer 50 louis d'or. Assurez-vous que l'enfant soit en parfaite santé et que la mère disparaisse définitivement des registres. Théophile acquiesce avec un naturel effrayant. Comme d'habitude, monsieur Dalmont, Célestine s'occupera de l'examen médical et des formalités. Pour la mère, nous avons nos méthodes éprouvées. Parfait. Et pour l'autre commande, le couple de banquiers lyonnais? Nous avons 3 candidates enceintes de 7 mois. Dès qu'une accouchera d'un garçon, ils en veulent absolument un, nous vous préviendrons. Excellent. Ces clients-là paient cash et ne posent pas de questions. 60 louis d'or pour un héritier mâle, c'est un tarif royal. Marie-Agnès manque de s'évanouir en entendant ces mots. Elle assiste à la négociation commerciale d'êtres humains, à l'organisation industrielle d'une traite aux nouveau-nés. Les Ducléry ont transformé la maternité clandestine en une entreprise lucrative, vendant les enfants de femmes désespérées à des couples bourgeois stériles. Mais le pire reste à découvrir. L'obsession de comprendre pousse Marie-Agnès à tenter l'impossible. Pénétrer au 3e étage, ce niveau mystérieux dont personne ne parle jamais et qui semble concentrer tous les secrets de la maison de grâce. L'occasion se présente un soir d'avril 1819. Les Ducléry sont sortis assister à une réception chez le banquier Rothschild. Armand cultive soigneusement ses relations dans la haute finance parisienne. Germaine et les autres femmes de confiance supervisent l'office du soir à la chapelle. Marie-Agnès, prétextant un malaise, s'absente discrètement. Elle monte l'escalier menant au 3e étage, le cœur battant. Au sommet, une porte de chêne massif, fermée par une serrure imposante, barre l'accès. Mais Marie-Agnès, fille d'avocat, a appris dans sa jeunesse à crocheter les serrures, compétence utile pour récupérer des documents égarés dans le bureau paternel. La serrure cède après de longues minutes d'effort. Marie-Agnès pousse la porte et découvre un spectacle qui dépasse ses pires cauchemars. Le 3e étage abrite une véritable prison clandestine. Un couloir central dessert une douzaine de cellules minuscules, éclairées par quelques chandelles qui projettent des ombres dansantes sur les murs suintants d'humidité. L'air empeste la crasse, la maladie et la mort. Dans chaque cellule végète une femme. Certaines sont enchaînées au mur par des fers aux chevilles, d'autres gisent prostrées sur des paillasses moisies, d'autres encore arpentent leur geôle en marmonnant des mots incohérents. Toutes ont ce regard éteint, ce visage creusé, cette maigreur cadavérique des êtres poussés au-delà des limites de l'endurance humaine. Qui êtes-vous ? Murmure une voix faible. Marie-Agnès se retourne et découvre, dans la cellule numéro 7, une femme d'une 30aine d'années, enceinte de 8 mois, qui délire de fièvre. Ses cheveux châtains collent à son front en sueur, ses yeux brillent d'un éclat inquiétant. Je suis Marie-Agnès. Et vous ? Béatrice Monteil. J'étais pensionnaire ici, avant qu'ils m'enferment. Pourquoi vous ont-ils enfermé ? Parce que j'ai voulu récupérer mon enfant. Gémit Béatrice. Mon petit François. Ils m'ont dit qu'il était mort, mais je l'ai entendu pleurer. Je l'ai entendu pleurer pendant des jours. Alors j'ai voulu monter ici. J'ai voulu le chercher. Elle éclate en sanglots. Ils vendent les enfants. Les plus beaux vont aux riches. Les autres, mon Dieu. Les autres, qu'est-ce qu'ils font des autres ? Béatrice ne peut achever sa phrase. Mais dans la cellule voisine, une voix rauque prend le relais. Ils les tuent. Marie-Agnès se précipite vers cette nouvelle voix et découvre une femme d'une 50aine d'années, au crâne rasé et aux habits de religieuse en loques. Malgré son état squelettique, elle a conservé une certaine dignité, un port altier qui trahit ses origines aristocratiques. Je suis sœur Marthe de la Miséricorde, ci-devant du couvent de Pontoise. Se présente-t-elle d'une voix faible mais claire. Comme vous, j'ai été chassée de ma communauté pour avoir découvert des irrégularités. Et comme vous, j'ai eu l'imprudence de chercher la vérité. Depuis quand êtes-vous ici ? 2 ans. 2 longues années à observer, à écouter,
à comprendre le fonctionnement de cette maison maudite. Sœur Marthe lui explique alors ce qu'elle a découvert. La maison de grâce fonctionne selon un système de tri implacable. Les enfants nés sans défaut et correspondant aux critères de la clientèle, teint clair, traits réguliers, santé robuste, sont vendus à des couples bourgeois stériles. Les autres, ceux qui présentent des malformations, des maladies ou simplement une apparence jugée insuffisante, subissent un sort atroce. Ils les étouffent à la naissance, murmure sœur Marthe. Célestine Ducléry appelle ça l'euthanasie charitable. Elle prétend épargner des souffrances inutiles à des êtres condamnés. En réalité, elle élimine les invendables. Marie-Agnès sent ses jambes se dérober. Et les mères, celles qui acceptent de se taire repartent avec une prime de silence. Celles qui posent trop de questions finissent ici. Ou pire, elles disparaissent. Purement et simplement. Officiellement, elles sont parties rejoindre leur famille ou se sont mariées en province. En réalité, sœur Marthe ne termine pas. Mais Marie-Agnès comprend. Les femmes devenues gênantes sont éliminées. Comment savez-vous tout cela? Parce que j'ai tenu le registre secret pendant 6 mois avant qu'ils découvrent que je le recopiais en cachette. Ils m'ont enfermé ici pour m'empêcher de témoigner, mais ils n'ont pas osé me tuer. Une religieuse, même déchue, ça pose des problèmes en cas d'enquête. Où est ce registre? Caché dans le bureau d'Armand Ducléry. Derrière le crucifix, il y a une cache aménagée dans le mur. Vous trouverez là-dedans la comptabilité exacte de leurs crimes. Nom des victimes, prix des transactions, identité des acheteurs. Marie-Agnès grave ces informations dans sa mémoire, mais une question la hante. Combien de femmes ont disparu? Depuis l'ouverture en 1815, plus de 200, et au moins 300 enfants vendus ou éliminés. La révélation foudroie Marie-Agnès. Elle se trouve face à un crime de masse, à un génocide silencieux perpétré sous le masque de la charité chrétienne. Galvanisée par les révélations de sœur Marthe, Marie-Agnès décide de récupérer le registre secret coûte que coûte. Ce document constitue la seule preuve tangible des crimes de la famille Ducléry. L'occasion se présente 3 jours plus tard. Armand Ducléry part inspecter la filiale lyonnaise de son réseau, Célestine l'accompagne, et Théophile se rend à une vente aux enchères pour acheter du matériel d'atelier. La maison de grâce se retrouve temporairement sous la seule surveillance de Germaine et des femmes de confiance. Marie-Agnès attend la nuit. Vers 2 heures du matin, quand tout le monde dort, elle descend silencieusement au bureau d'Armand Ducléry. La porte n'est fermée qu'au loquet. L'ancien militaire, confiant dans l'autorité qu'il inspire, ne craint pas les indiscrétions. Le bureau, éclairé par la lune qui filtre à travers les rideaux, baigne dans une atmosphère fantomatique. Marie-Agnès allume une chandelle et cherche la cache indiquée par sœur Marthe. Derrière le grand crucifix d'ivoire qui domine le mur du fond, elle découvre effectivement une pierre descellée. Dans la cavité aménagée se trouvent plusieurs documents, correspondances compromettantes, reçus de paiement et surtout un registre relié de cuir noir. Marie-Agnès ouvre le registre et manque de lâcher sa chandelle. Le document, tenu de la main soignée de Célestine Ducléry, répertorie méthodiquement tous les crimes commis depuis 1815. Chaque page détaille les arrivées, nom de la femme, âge, origine, raison de son placement, état de grossesse éventuel. En face, une colonne indique son devenir. Relocalisée, euphémisme pour morte, productive, affectée aux ateliers, placée, vendue à un réseau de prostitution, ou disparue, éliminée. Pour les enfants, la comptabilité est encore plus glaciale. Chaque naissance est enregistrée avec le sexe, l'état de santé et le prix de vente. Les tarifs varient selon les critères. Un garçon sain et beau peut atteindre 60 louis d'or, une fille se négocie entre 30 et 40 louis. Les enfants défectueux sont simplement marqués d'une croix rouge. Mais le plus choquant, ce sont les noms des clients. Marie-Agnès y trouve des personnalités qui la glacent d'effroi. Magistrats, hauts fonctionnaires, prélats, banquiers industriels, nobles ralliés au nouveau régime.
Tous participent activement au système ou ferment les yeux moyennant rétribution. Le juge, Hautefeuille, réputé pour son intégrité, a acheté un enfant en 1817. L'abbé Rousseau, confesseur à la mode dans les salons bourgeois, oriente régulièrement ses pénitentes vers la maison de grâce. Le banquier Delmas finance les extensions du réseau en échange d'une participation aux bénéfices. Marie-Agnès comprend l'ampleur de la conspiration. La maison de grâce ne survit pas seulement grâce à l'indifférence générale, mais grâce à la complicité active de l'élite parisienne. Magistrats, policiers, prêtres, notables, tous ont intérêt à ce que le système perdure. Elle recopie fébrilement les pages les plus compromettantes, grave dans sa mémoire les noms et les chiffres. Puis elle remet le registre en place et regagne sa cellule, l'esprit en ébullition. Pour la première fois depuis son arrivée, elle entrevoit une lueur d'espoir. Ce registre constitue une bombe capable de faire exploser le tout Paris. Mais encore faut-il qu'elle survive assez longtemps pour le révéler au grand jour. Marie-Agnès comprend qu'elle doit fuir au plus vite. Sa curiosité grandissante et ses déplacements nocturnes n'ont pas échappé à la vigilance de Célestine Ducléry. Plusieurs fois, elle a surpris la maîtresse de maison l'observant avec une attention soutenue, comme si elle devinait ses pensées. Elle décide d'organiser une évasion collective. Au cours de ses explorations clandestines, elle a identifié plusieurs détenus du 3e étage encore capables de marcher. Béatrice Monteil, malgré sa grossesse avancée. Sœur Marthe, affaiblie mais déterminée. Pauline Dreyfus, jeune femme de 20 ans, enfermée pour avoir refusé de céder son nouveau-né. Le plan paraît simple. Profiter d'une absence des Ducléry pour libérer les prisonnières, dérober le registre secret et plusieurs documents compromettants, puis s'enfuir par une fenêtre donnant sur la cour intérieure, escalader le mur mitoyen et rejoindre la rue adjacente. La nuit du 15 mai 1819, Marie-Agnès met son plan à exécution. Elle parvient à libérer les 3 détenus et à récupérer le registre. Mais l'évasion tourne au cauchemar. Théophile Ducléry, rentré plus tôt que prévu d'une soirée chez des amis, découvre les cellules vides et donne immédiatement l'alerte. En quelques minutes, la maison de grâce se transforme en forteresse assiégée. Des hommes armés, Marie-Agnès reconnaît des visages patibulaires qu'elle a déjà vus rôder dans les environs. Se lancent à la poursuite des fugitives dans les ruelles sombres du faubourg Saint-Antoine. La chasse à l'homme dure toute la nuit. Marie-Agnès, qui connaît Paris pour l'avoir sillonné lors de ses missions charitables au couvent, parvient à semer ses poursuivants en se faufilant dans les cours d'immeubles et les passages couverts. Mais ses compagnes, affaiblies par leur captivité, ne peuvent suivre le rythme. Béatrice s'effondre la première, terrassée par les douleurs de l'accouchement qui commence. Les sbires la rattrapent dans une impasse proche de la Bastille et l'exécutent d'un coup de couteau, devant les yeux horrifiés de Marie-Agnès, cachée derrière une charrette abandonnée. Sœur Marthe et Pauline tentent de se réfugier dans l'église Saint-Paul, espérant bénéficier du droit d'asile. Mais les poursuivants n'hésitent pas à violer la sanctuaire. On retrouvera leur corps le lendemain matin dans les cryptes, officiellement mortes de froid et d'épuisement, selon le rapport de police. Marie-Agnès, seule survivante, trouve refuge chez une ancienne consoeur, sœur Élisabeth Mornay, qui dirige un petit hospice dans le quartier de Belleville. Mais elle sait que les Ducléry la recherchent activement. Armand utilise ses relations dans la police pour faire circuler un avis de recherche la décrivant comme aliénée mentale, dangereuse, évadée d'un asile privé. Terrifiée mais déterminée, Marie-Agnès entreprend la course contre la montre la plus importante de sa vie. Consignée par écrit tout ce qu'elle a vu et entendu avant que les Ducléry ne la retrouvent. Pendant des semaines, elle rédige fébrilement ses mémoires dans la petite cellule que lui a offerte sœur Élisabeth. Chaque jour apporte son lot de révélations nouvelles, car d'autres témoignages lui parviennent par des canaux clandestins. Rosalie Thénard, qui a réussi à s'enfuir de la maison de grâce en profitant de la confusion de la nuit d'évasion, la rejoint à Belleville. Son témoignage complète et confirme celui de Marie-Agnès.
Elle révèle notamment l'existence d'un réseau de rabatteurs qui sillonnent Paris pour identifier les femmes enceintes en situation de détresse. Ils ont des indicateurs partout, explique Rosalie. Des sages-femmes, des confesseurs, des domestiques, des tenanciers de garnis. Dès qu'une fille se retrouve enceinte et sans ressources, on lui fait miroiter l'aide de la maison de grâce. Et une fois qu'elle y entre, d'autres femmes viennent témoigner en secret. Anciennes pensionnaires qui ont réussi à s'échapper, employées qui ont démissionné par dégoût, informatrices qui ont fini par comprendre l'usage fait de leurs renseignements. Peu à peu, Marie-Agnès reconstitue l'ampleur industrielle du système. La maison de grâce n'est que la tête visible d'un réseau qui s'étend sur toute la France. Des filiales existent à Lyon, Marseille, Bordeaux, dirigées par des associés de confiance. Chaque établissement fonctionne selon le même modèle. Façade charitable, recrutement ciblé, tri des femmes, exploitation économique, trafic d'enfants, élimination des témoins gênants. Le réseau s'appuie sur des complicités à tous les niveaux. Police qui ferme les yeux, magistrats qui orientent les affaires, prêtres qui servent d'intermédiaires, médecins qui fournissent de faux certificats de décès, notaires qui légalisent les adoptions frauduleuses. Marie-Agnès documente tout, les méthodes de recrutement, les tarifs pratiqués, les circuits financiers, les identités des complices et des clients. Son témoignage d'une précision chirurgicale constitue un réquisitoire accablant contre la famille Ducléry et ses protecteurs. Mais elle sait qu'elle ne vivra pas assez longtemps pour voir justice rendue. Les Ducléry ont des moyens considérables et des alliés puissants. Tôt ou tard, ils la retrouveront. Les craintes de Marie-Agnès se matérialisent en décembre 1819. Un matin glacial, alors qu'elle termine la rédaction de ses mémoires, des hommes font irruption dans l'hospice de Belleville. Ils se présentent comme des agents de l'autorité publique venus chercher une aliénée en fuite. Sœur Élisabeth tente de s'interposer, mais les hommes la bousculent brutalement. Ils s'emparent de Marie-Agnès et l'entraînent vers une voiture fermée qui attend dans la rue. « Mon manuscrit !» crie Marie-Agnès en se débattant. « Élisabeth, cachez mon manuscrit !» Ce sont ses derniers mots de femme libre. Officiellement, Marie-Agnès de la Visitation sera internée d'office à l'asile de Charenton pour délire mystique et tendances homicides. Elle disparaîtra à jamais des registres officiels. Mais avant son enlèvement, elle avait confié son manuscrit achevé à sœur Élisabeth, avec des instructions précises. Cachez ce témoignage dans un endroit sûr. Un jour, quand les coupables seront morts et que la vérité ne risquera plus de tuer d'innocents, publiez-le. Le monde doit savoir ce qui s'est passé dans cette maison maudite. Sœur Élisabeth cache le manuscrit sous le plancher de sa cellule et attend. Elle attendra 44 ans. Après l'élimination de Marie-Agnès, dernier témoin dangereux de leur crime, la famille Ducléry connaît son apogée. Débarrassée de la menace que représentait la religieuse, elle développe ses activités avec une audace croissante. Théophile établit de nouvelles filiales dans 5 autres villes, Lille, Nancy, Dijon, Nantes et Rouen. Chaque établissement fonctionne selon le même modèle éprouvé, dirigé par des associés recrutés avec soin. Le réseau Ducléry devient une véritable multinationale du crime, avec ses codes, ses circuits financiers, ses méthodes de recrutement et d'élimination standardisées. L'organisation développe également de nouveaux marchés. Au couple stérile de la bourgeoisie française s'ajoutent des clients étrangers, familles aristocratiques anglaises en quête d'héritiers, planteurs américains cherchant des enfants à adopter, riches négociants allemands désireux de perpétuer leur lignée. Armand Ducléry, fort de ses succès financiers, se lance dans la politique. En 1824, il se fait élire conseiller municipal du 11e arrondissement sur un programme de moralisation sociale et de charité chrétienne. Son discours d'investiture, largement reproduit dans la presse conservatrice, fait l'éloge de l'action charitable privée et dénonce l'assistance publique qui encourage le vice en secourant sans contrepartie les femmes débauchées. La vraie charité,
déclare-t-il devant un parterre de notables conquis, ne consiste pas à donner l'aumône, mais à offrir la rédemption par le travail et la pénitence. Ces malheureuses que nous recueillons apprennent chez nous la valeur de l'effort, le prix de la morale, la nécessité de l'ordre social. Célestine, de son côté, publie un opuscule intitulé « De l'éducation morale des femmes déchues », qui devient une référence dans les milieux catholiques conservateurs. Elle y développe une théorie selon laquelle le travail forcé et la privation constituent les meilleurs remèdes au péché féminin. La femme qui a fauté, écrit-elle, doit expier sa faute par la souffrance volontairement acceptée. En donnant sa peine au service d'autrui, en renonçant au plaisir de ce monde, en acceptant l'humiliation comme une grâce, elle rachète son âme et retrouve sa dignité perdue. Ces théories, qui légitiment intellectuellement l'exploitation pratiquée dans les établissements du cléry, rencontrent un écho favorable dans une société traumatisée par 25 années de révolution et de guerre. L'ordre moral prôné par la Restauration trouve dans les écrits de Célestine une caution théologique à ses préjugés. La respectabilité des du cléry atteint son comble en 1827. Quand l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélen, bénit personnellement la maison de grâce et décore Armand de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand. La cérémonie, présidée devant tout le gratin parisien dans la cathédrale Notre-Dame, consacre définitivement l'œuvre charitable de la famille. Monsieur du Cléry, déclare l'archevêque dans son allocution, incarne ces chrétiens exemplaires qui mettent leur fortune et leur dévouement au service des plus déshérités. Que son exemple inspire tous ceux qui prétendent servir Dieu. Mais cette réussite porte en elle les germes de sa propre destruction. L'hubris pousse les du Cléry à des excès qui finissent par attirer l'attention de personnes moins accommodantes que leurs protecteurs habituels. L'orgueil des du Cléry les pousse à s'attaquer à des proies de plus en plus risquées. Théophile, devenu le véritable dirigeant de l'organisation familiale, multiplie les imprudences. Sa soif de profit l'amène à cibler des femmes issues de milieux plus élevés, filles de magistrats enceintes de liaisons scandaleuses, épouses d'industriels compromises par l'adultère, parentes de députés victimes de chantage. Il sous-estime gravement la capacité de nuisance de ces milieux privilégiés. Contrairement aux femmes du peuple qui disparaissent sans que personne s'en préoccupe, ces victimes ont des familles influentes, des relations bien placées, des moyens financiers considérables. En 1829, la disparition simultanée de 3 jeunes femmes de la bourgeoisie déclenche des enquêtes privées. Leurs familles, disposant de fortunes considérables, engagent les meilleurs détectives privés de Paris et font jouer toutes leurs relations. Adèle de Montclerc, fille du juge d'instruction Montclerc, avait été dirigée vers la maison de grâce après avoir été surprise enceinte des œuvres d'un clerc de notaire. Officiellement, elle était partie se remarier en Angleterre. Mais sa mère, la très influente comtesse de Montclerc, refuse cette version et lance ses propres investigations. Mathilde Dreyfus, épouse du banquier Dreyfus, avait trouvé refuge à la maison de grâce après une liaison avec un peintre en vogue. Selon la version officielle, elle avait rejoint un couvent en Italie pour expier ses fautes. Mais son mari, malgré l'humiliation, préfère connaître la vérité plutôt que de vivre dans l'incertitude. Constance de Beauharnais, nièce de l'ancienne impératrice Joséphine, avait été conduite à la maison de grâce par un prêtre complice après avoir été violentée par un cousin. Sa disparition officielle, partie vivre chez des parents éloignés, ne convainc personne dans sa famille, habituée aux intrigues de cour. Les 3 enquêtes, menées parallèlement par des détectives différents, convergent vers la maison de grâce. Mais les preuves restent ténues, les témoins terrifiés, les documents introuvables. Parallèlement, la révolution de juillet 1830, qui renverse Charles X et porte Louis-Philippe au pouvoir, bouleverse les équilibres politiques. Plusieurs protecteurs des du Cléry perdent leur position, tandis que de nouveaux venus, moins enclins à fermer les yeux sur les pratiques douteuses, accèdent aux responsabilités. Le nouveau régime orléaniste, soucieux de se démarquer des compromissions de la Restauration, encourage discrètement les enquêtes sur les scandales de l'Ancien Régime.
Les Ducléry, trop identifiés à la période précédente, deviennent des cibles potentielles. En 1831, l'affaire éclate partiellement grâce à l'opiniâtreté d'un magistrat intègre. Jean-Baptiste Hautefeuille, juge d'instruction au tribunal de première instance de la Seine. Hautefeuille, homme de 45 ans aux convictions libérales, incarne la nouvelle génération de magistrats formés sous l'Empire et ralliés au régime orléanais. Contrairement à ses prédécesseurs de la Restauration, souvent corrompus ou complaisants, il croit en l'égalité devant la loi et refuse les arrangements entre gens de bonne compagnie. L'enquête de Hautefeuille commence par hasard. Lors d'une perquisition chez Eugène d'Almont, receleur notoire arrêté pour trafic de bijoux volés, il découvre des documents compromettants qui établissent un lien troublant entre plusieurs maisons closes parisiennes et la maison de grâce. D'Almont, qui n'est autre que l'intermédiaire entrevu par Marie-Agnès 3 ans plus tôt, tente d'acheter son silence en proposant de révéler l'existence d'un trafic d'enfants. Hautefeuille, d'abord sceptique, se laisse convaincre par la précision des détails fournis. Le juge lance alors une enquête discrète mais approfondie. Il fait surveiller l'établissement de la rue Saint-Antoine par ses hommes de confiance, interroge d'anciens employés, remonte les filières financières grâce à des experts comptables. Lentement, méthodiquement, il reconstitue une partie du système Ducléry. L'investigation révèle des anomalies troublantes. La maison de grâce déclare accueillir une quinzaine de pensionnaires, mais les livraisons de nourriture correspondent à une population 3 fois plus importante. L'établissement reçoit régulièrement des visiteurs nocturnes qui repartent avec des paquets soigneusement emballés. Les comptes bancaires des Ducléry présentent des rentrées d'argent considérables, sans rapport avec les subventions officielles. Surtout, Hautefeuille découvre l'existence de faux papiers d'identité fournis aux femmes qui repartent de la maison de grâce. Ces documents, fabriqués par un réseau spécialisé, permettent de créer de nouvelles identités pour les victimes vendues à des réseaux de prostitution provinciaux. En février 1832, le juge estime disposer d'éléments suffisants pour lancer des poursuites. Il prépare un mandat d'arrêt contre Armand Ducléry et rédige une commission rogatoire pour perquisitionner la maison de grâce. Mais l'enquête s'arrête brutalement. Le 18 février 1832, Hautefeuille est trouvé mort dans son bureau, une balle dans la tête, à côté d'une lettre d'adieu où il avoue sa participation à un trafic de faux papiers d'identité et exprime ses remords insurmontables. Suicide évident selon la police. Crime déguisé selon ses proches qui connaissent son intégrité et sa détermination. Mais la lettre d'adieu, authentifiée par des experts en écriture, ne permet aucune contestation officielle. Le dossier Hautefeuille disparaît mystérieusement des archives du palais de justice. L'enquête sur la maison de grâce est classée sans suite. Les Ducléry respirent, mais ils ont sous-estimé un facteur capital. L'évolution des mentalités et la naissance d'une opinion publique sensible aux injustices sociales. Les années 1830 voient naître un nouveau courant social, plus sensible au sort des déshérités et moins disposé à accepter les inégalités traditionnelles. Des journalistes comme Eugène Sue, des philanthropes comme Villermé, des réformateurs comme Tocqueville dénoncent les conditions de vie des classes populaires et réclament des réformes. Cette évolution des mentalités s'accompagne d'un développement de la presse d'investigation. Des journaux comme Le National, La Tribune, Le Charivari n'hésitent plus à s'attaquer aux scandales de la haute société et à révéler les crimes dissimulés derrière les façades respectables. C'est dans ce contexte que ressurgit l'affaire de la Maison de Grâce, portée par un fait divers qui remet l'établissement sous les projecteurs. En septembre 1834, une ancienne pensionnaire, Rosalie Thenard, celle-là même qui avait témoigné auprès de Marie-Agnès 15 ans plus tôt, réussit à s'échapper de l'établissement où elle avait été reprise et trouve refuge chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul du faubourg Saint-Denis. Rosalie, maintenant âgée de 38 ans, a passé 15 années dans l'enfer de la Maison de Grâce. Reprise après sa première fuite en 1819, elle a été enfermée au 3e étage, puis reclassée comme femme de confiance quand les Ducléry ont estimé qu'elle ne représentait plus de danger.
Mais Rosalie a tout vu, tout entendu, tout mémorisé. Son témoignage, recueilli par mère Joséphine Leroux, supérieure des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, révèle l'ampleur des horreurs commises rue Saint-Antoine. Mère Joséphine, femme énergique de 55 ans, issue d'une famille de la haute bourgeoisie manufacturière, refuse de se laisser intimider. Contrairement aux religieuses timorées de la génération précédente, elle appartient à cette nouvelle génération de catholiques sociaux qui veulent réconcilier foi chrétienne et justice sociale. Elle alerte immédiatement l'évêché, saisit le procureur du roi, mobilise ses relations dans la presse et la politique. Cette fois, l'affaire ne peut être étouffée car elle bénéficie du soutien de milieux influents et de l'intérêt d'une opinion publique sensibilisée aux questions sociales. Face à la pression de l'opinion publique, le gouvernement de Louis-Philippe ne peut plus ignorer l'affaire. En novembre 1834, une commission d'enquête parlementaire est constituée, présidée par le député Odilon Barrot, figure emblématique de l'opposition libérale. La commission dispose de pouvoirs étendus et de la protection du régime orléanais, soucieux de se démarquer des compromissions de la Restauration. Pour la première fois, les Ducléry se trouvent confrontés à une investigation menée par des hommes intègres, disposant de moyens considérables et déterminés à établir la vérité. L'enquête parlementaire révèle progressivement l'ampleur du scandale. Les auditions publiques, retransmises par la presse, passionnent l'opinion et font sensation dans tout le pays. Le premier témoin entendu est Rosalie Thenard. Son témoignage, d'une précision saisissante, révèle le fonctionnement quotidien de la maison de grâce. Les méthodes de recrutement, l'exploitation économique, le tri des femmes enceintes, la vente des nouveau-nés, l'élimination des témoins gênants. Messieurs les députés, déclare-t-elle d'une voix ferme malgré l'émotion, j'ai passé 15 années dans cet enfer. J'ai vu naître et mourir des centaines d'enfants. J'ai vu disparaître des dizaines de femmes. J'ai assisté à des horreurs que nulle créature humaine ne devrait connaître. Tout cela sous le masque de la charité chrétienne. D'autres témoins se succèdent. Anciennes employées qui révèlent les méthodes d'intimidation. Médecins qui attestent des sévices subis par les victimes. Policiers qui avouent avoir fermé les yeux sur les activités illégales. Magistrats qui reconnaissent avoir été corrompus. L'enquête révèle également l'existence d'un réseau s'étendant sur toute la France. Les filiales de Lyon, Marseille, Bordeaux fonctionnent selon les mêmes méthodes criminelles. Au total, plus de 400 victimes en 20 ans, un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 000 francs, une fortune à l'époque, des complicités à tous les niveaux de l'État et de l'Église. En septembre 1835, le procès des Ducléry s'ouvre devant la cour d'assises de la Seine. L'événement, baptisé le procès du siècle par la presse, attire l'attention de toute l'Europe. Chaque jour, les journaux rapportent les témoignages accablants, les révélations sur les complicités, les détails sordides du trafic d'enfants. La salle d'audience, trop petite pour accueillir tous les curieux, est prise d'assaut dès l'ouverture des portes. Dans le public se pressent journalistes, écrivains, bourgeois parisiens, mais aussi rescapés de la maison de grâce, venus témoigner ou assister à la chute de leur bourreau. Armand Ducléry, maintenant âgé de 76 ans, tente de sauver sa famille en se posant en bouc émissaire. Il avoue avoir dévoyé progressivement l'œuvre charitable originelle, prétend avoir agi seul par cupidité. Innocente sa femme qu'il présente comme manipulée et son fils qu'il décrit comme naïf et influençable. « Messieurs les jurés, plaide-t-il d'une voix brisée, je suis un vieil homme qui va mourir. J'assume seul la responsabilité de ces crimes abominables. Ma femme et mon fils ne sont coupables que de m'avoir fait confiance aveuglément. Mais les preuves accumulées démentent cette version. Célestine Ducléry apparaît comme la véritable organisatrice du système, celle qui supervisait les accouchements clandestins, qui triait les nouveau-nés, qui éliminait les témoins gênants. Son sang-froid glacial lors des interrogatoires et ses réponses techniques aux questions médicales révèlent une implication totale.
Théophile adopte une stratégie différente. Il accuse ses parents de l'avoir perverti dès l'enfance, prétend avoir découvert tardivement l'ampleur des crimes, assure avoir tenté de s'opposer aux excès. J'étais jeune, ambitieux, aveuglé par le désir de réussir, plaide-t-il. Mes parents ont exploité ma naïveté pour me faire participer à leur forfait malgré moi. Cette ligne de défense, qui vise à obtenir les circonstances atténuantes, ne convainc personne. Les témoignages établissent clairement que Théophile était l'âme damnée de l'organisation, celui qui développait les marchés, qui négociait avec les clients, qui organisait l'élimination des gêneurs. Mais le témoignage le plus bouleversant vient de Rosalie Thenard. Face au juré médusé, elle détaille les sévices subis, décrit l'agonie de ses compagnes d'infortune, évoque les nouveau-nés arrachés à leur mère pour être vendus comme du bétail. Madame du Cléry me répétait sans cesse, raconte-t-elle d'une voix brisée par l'émotion, que notre souffrance rachèterait nos péchés. Qu'en donnant nos enfants à des familles respectables, nous accomplissions une œuvre pie aux yeux de Dieu. Mais quand j'ai vu ces hommes emporter mon petit Auguste contre une poignée d'or, quand j'ai compris qu'on vendait nos bébés comme des marchandises, j'ai su que Dieu n'était pour rien dans cette abomination. L'avocat général, dans son réquisitoire, qualifie les crimes de la famille du Cléry de crimes contre l'humanité, atteinte à la dignité humaine, perversion de la charité chrétienne. Il réclame la peine de mort pour les 3 accusés principaux. Ces individus, tonne-t-il, ont souillé les plus nobles sentiments humains. Ils ont transformé la maternité en commerce, la charité en exploitation, la religion en instrument de domination. Leur châtiment doit être à la mesure de leur forfait. Le verdict tombe le 12 octobre 1835, après 3 jours de délibération. La Cour condamne Armand du Cléry à la peine de mort, Célestine aux travaux forcés à perpétuité, Théophile à 20 ans de bagne. 17 complices écopent de peines allant de 5 à 15 ans de prison. La foule massée devant le palais de justice accueille le verdict par des cris de joie. « Justice! Justice !» scande-t-on dans les rues avoisinantes. Pour la première fois depuis longtemps, l'opinion publique a le sentiment que les puissants paient pour leurs crimes. Armand du Cléry est guillotiné le 3 novembre 1835, place de la Roquette, devant une foule immense venue assister à l'exécution du marchand d'enfants. L'ancien capitaine de l'armée royale, qui avait survécu aux campagnes napoléoniennes, meurt sous les huées de la populace parisienne. Célestine du Cléry est embarquée pour le bagne de Cayenne à bord du navire La Prudente. Elle meurt en 1841, officiellement de fièvre jaune, mais selon certains témoignages de codétenus assassinés par des bagnards révoltés par ses crimes. Théophile purge sa peine au bagne de Toulon. Libéré en 1855, il s'embarque immédiatement pour l'Amérique sous le nom de Max Durval, emportant avec lui les secrets que n'a pas révélés le procès. Car l'affaire du Cléry, malgré son retentissement, n'a dévoilé qu'une partie de la vérité. De nombreux complices haut placés ont échappé aux poursuites grâce à leurs relations. Certains documents compromettants ont mystérieusement disparu. Et surtout, le témoignage de Marie-Agnès de la Visitation, qui aurait pu révéler l'ampleur réelle du réseau, reste enfoui dans sa cache secrète. Vous pensez que cette histoire d'horreur s'achève avec la condamnation des du Cléry? Détrompez-vous. Le plus troublant reste à venir, et c'est là que l'affaire bascule dans le mystère le plus total. En 1847, 12 ans après le procès, un petit éditeur parisien, Alphonse Dumoulin, établi rue Vivienne près de la Bourse, publie un roman intitulé « Les damnés de la charité ». L'ouvrage, présenté comme une pure fiction, raconte l'histoire d'une institution charitable corrompue qui exploite les femmes déchues et vend leurs enfants à des couples bourgeois stériles. Le livre, tiré à 1000 exemplaires, connaît un succès modeste mais troublant. Les lecteurs sont frappés par le réalisme saisissant de la narration, la précision troublante des détails, la vérité psychologique des personnages. Plusieurs critiques soulignent que l'auteur, un certain Maximilien Dorval, semble avoir une connaissance intime du milieu décrit. Ce roman, écrit le critique Sainte-Beuve dans Le Constitutionnel, possède cette vérité poignante qui ne s'invente pas.
On sent que l'auteur a vécu les situations qu'il décrit, qu'il a côtoyé les personnages qu'il met en scène. Cette fiction a le goût amer de la réalité. Mais qui est ce Maximilien Dorval? Personne ne l'a jamais vu. L'éditeur Dumoulin prétend avoir reçu le manuscrit par la poste, accompagné d'une lettre signée de ce nom et d'un chèque couvrant les frais de publication. Plus troublant encore, le roman situe l'action dans une institution fictive appelée Maison de la Rédemption, dirigée par la famille Duclerc. Les noms ont été changés, les lieux légèrement modifiés, mais les faits décrits correspondent exactement à ceux révélés lors du procès Ducléry. Avec une exception notable, le roman évoque l'existence d'un témoin privilégié, une religieuse prénommée Marie-Agnès, qui aurait rédigé des mémoires détaillées avant de disparaître mystérieusement. Cette religieuse n'a jamais été mentionnée lors du procès de 1835. Comment l'auteur peut-il connaître l'existence de Marie-Agnès et le contenu de ses mémoires? D'où viennent ces informations qui n'ont jamais été rendues publiques? La réponse à cette énigme ne viendra qu'en 1863, à la mort de sœur Élisabeth Mornay, ancienne supérieure de l'hospice de Belleville. En vidant sa cellule, les nouvelles religieuses découvrent une cache soigneusement aménagée sous le plancher. À l'intérieur, un manuscrit de 320 pages, rédigé d'une écriture fine et régulière, accompagné de documents originaux dérobés à la maison de grâce. Le titre tracé à l'encre noire donne le frisson. Mémoire de sœur Marie-Agnès de la Visitation, témoin des crimes de la famille Ducléry, pour que la vérité survive aux mensonges des puissants. Le document, daté de 1819, détaille avec une précision hallucinante tous les crimes commis rue Saint-Antoine. Il contient des informations qui n'ont jamais été révélées lors du procès. Le registre secret avec les noms de tous les complices, les plans détaillés des installations clandestines, les témoignages des victimes, les méthodes opératoires, les circuits financiers. Surtout, il révèle l'existence d'un réseau bien plus vaste que celui démasqué en 1835. Marie-Agnès avait identifié des ramifications dans toute l'Europe, des connexions avec la traite négrière, des liens avec certaines loges maçonniques déviantes. La comparaison avec le roman « Les damnés de la charité » ne laisse aucun doute. Maximilien Dorval avait eu accès au manuscrit original de Marie-Agnès. Mais comment? Et pourquoi avoir attendu 1847 pour le publier sous forme de fiction? Une note trouvée avec le manuscrit éclaire ce mystère. Écrite de la main de sœur Élisabeth, elle explique. En 1846, un homme s'est présenté à l'hospice. Il se disait écrivain et souhaitait recueillir des témoignages sur les œuvres charitables parisiennes pour un ouvrage qu'il préparait. Je lui ai montré quelques pages du manuscrit de Marie-Agnès, pensant qu'elle l'intéresserait pour son travail. Il a pâli en les lisant et m'a supplié de lui confier l'ensemble du document. J'ai refusé d'abord, mais il est revenu plusieurs fois, se montrant chaque fois plus pressant. Finalement, touché par sa sincérité apparente et pensant qu'il pourrait faire connaître la vérité, j'ai accepté de lui prêter le manuscrit à condition qu'il le rende sous 15 jours. Il ne l'a jamais rapporté. L'homme avait donné un faux nom et une fausse adresse. Mais sœur Élisabeth avait noté un détail troublant. L'inconnu portait une chevalière gravée d'armoiries qu'elle avait reconnue. C'était celle de la famille Ducléry. Les recherches menées par les autorités ecclésiastiques révèlent une vérité stupéfiante. Maximilien Dorval n'était autre que Théophile Ducléry lui-même, de retour d'Amérique sous une identité d'emprunt. Après sa libération du bagne en 1855, l'ancien criminel avait vécu 10 ans aux États-Unis sous le nom de Max Durval. Il avait fait fortune dans le commerce du coton en Louisiane et épousé une riche héritière de la Nouvelle-Orléans, Sarah Pemberton, héritière d'une plantation prospère. Mais le remords, ou la peur que la vérité complète finisse par éclater, l'avait poussé à revenir en France. En publiant le témoignage de Marie-Agnès sous forme de roman, Théophile Ducléry poursuivait un double objectif. Révéler enfin la vérité sur les crimes de sa famille, tout en se protégeant derrière la fiction.
Le livre constituait à la fois ses aveux et son alibi, car le manuscrit de Marie-Agnès contenait des révélations que le procès de 1835 n'avait pas dévoilées. Des noms qui, s'ils avaient été prononcés publiquement, auraient déclenché un scandale d'État. Des preuves accablantes contre des personnalités encore vivantes et influentes. En transformant ces révélations en romans, Théophile Ducléry les immunisait contre toute poursuite judiciaire, tout en s'assurant qu'elles survivraient à l'oubli. La fiction devenait le dernier refuge de la vérité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est peut-être le plus troublant. En 1864, Théophile Ducléry, redevenu Maximilien d'Orval, meurt dans des circonstances suspectes. Il est trouvé noyé dans la Seine, près du Pont Neuf, avec tous les signes d'une mort violente. L'enquête conclut rapidement à un suicide, mais plusieurs témoins affirment avoir vu des hommes le pousser à l'eau. Sa mort coïncide étrangement avec la découverte du manuscrit original de Marie-Agnès. Coïncidence? Ou élimination tardive d'un témoin devenu gênant? Car le livre « Les damnés de la charité », malgré son statut de fiction, avait réveillé des mémoires qu'on croyait endormies. Certaines familles, certaines institutions, certains héritiers des anciens complices avaient reconnu des détails troublants dans le roman. La publication du manuscrit authentique risquait de relancer l'affaire et de compromettre des intérêts puissants. Officiellement, le document de Marie-Agnès fut remis aux autorités ecclésiastiques qui le classèrent dans leurs archives secrètes pour préserver la paix publique et éviter de raviver de douloureuses polémiques. Mais des copies circulèrent sous le manteau, alimentant la légende noire de la Maison de Grâce. Aujourd'hui encore, des historiens s'interrogent sur l'ampleur réelle du réseau Ducléry. Les archives nationales contiennent des dossiers classifiés sur cette affaire, toujours inaccessibles au public pour des raisons de sécurité nationale. Certains chercheurs estiment que la vérité complète n'a jamais été révélée et que l'affaire impliquait des personnalités de premier plan. Des documents récemment déclassifiés évoquent l'existence de filiales étrangères du réseau, notamment en Angleterre et en Amérique. D'autres sources mentionnent des liens avec certains réseaux criminels internationaux de l'époque. La Maison de Grâce ne serait donc que la partie visible d'un iceberg criminel d'ampleur européenne. L'histoire de la famille Ducléry et de la Maison de Grâce illustre de façon saisissante la capacité humaine à pervertir les idéaux les plus nobles. Sous le masque de la charité chrétienne se cachait un système d'exploitation d'une cruauté inouïe, protégé par l'hypocrisie sociale et la complicité active des puissants. Cette affaire révèle également les mécanismes par lesquels les crimes les plus atroces peuvent prospérer dans l'indifférence générale. Les victimes, issues des classes les plus vulnérables, n'avaient aucun moyen de faire entendre leur voix. Leurs témoignages n'avaient aucune valeur légale face aux dénégations de bourgeois respectables. Leur disparition n'émouvait personne dans une société qui considérait les femmes déchues comme des êtres inférieurs. Marie-Agnès de la Visitation, religieuse déchue devenue témoin capital, incarne le courage exceptionnel de ceux qui refusent de fermer les yeux face à l'injustice. Son témoignage, préservé contre vents et marées, rappelle que la vérité finit toujours par émerger, fût-ce sous les habits de la fiction. Quant à Théophile Ducléry, sa transformation en Maximilien d'Orval révèle toute la complexité de la nature humaine. Criminel repenti cherchant la rédemption. Calculateur cynique tentant de manipuler l'histoire. Témoin sincère rongé par le remords. Sa mort mystérieuse ajoute une note d'ambiguïté définitive à cette sombre histoire. Mais au-delà du cas particulier des Ducléry, cette affaire pose des questions universelles qui résonnent encore aujourd'hui. Combien d'autres maisons de grâce ont-elles existé dans l'ombre de l'histoire? Combien de témoignages comme celui de Marie-Agnès dorment-ils encore dans des archives secrètes? Combien de crimes parfaits n'ont jamais été découverts? Car si cette histoire vous paraît trop horrible pour être vraie, souvenez-vous que la réalité dépasse souvent la fiction, et que les crimes les plus atroces sont parfois commis par ceux qui se prétendent les plus vertueux. Les mécanismes révélés par l'affaire Ducléry
Exploitation des plus vulnérables, complicité des puissants, indifférence sociale, impunité des crimes commis contre les déshérités, ne sont malheureusement pas l'apanage du XIXe siècle. Ils continuent d'opérer sous d'autres formes dans nos sociétés contemporaines. Vous pensez que tout a été révélé dans cette affaire? Que la justice a vraiment triomphé? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères enfouis de notre histoire et partagez cette histoire avec ceux qui s'interrogent sur les zones d'ombre de notre passé. Car après tout, qui peut affirmer avec certitude que de tels réseaux n'existent plus aujourd'hui? L'histoire de la famille du Cléry nous enseigne une leçon essentielle. Le mal se dissimule souvent derrière les apparences les plus respectables, et que la vigilance citoyenne reste notre meilleure protection contre les prédateurs qui exploitent la misère humaine. Méfiez-vous des institutions qui promettent le salut en échange de la soumission. Méfiez-vous des bienfaiteurs qui exigent le silence de leurs protégés. Méfiez-vous de ceux qui utilisent la religion, la charité ou l'idéologie pour justifier l'injustifiable. Car comme l'écrivait Marie-Agnès dans les dernières lignes de son testament moral, le plus grand crime n'est pas de commettre le mal, mais de le laisser prospérer dans l'indifférence générale. Ces mots, plus que jamais, résonnent avec une actualité troublante. Ils nous rappellent que chaque génération doit choisir entre la lâcheté du silence et le courage de la vérité, entre la complicité passive et la résistance active, entre l'oubli commode et la mémoire exigeante. L'histoire de la Maison de Grâce nous crie une vérité éternelle. Tant qu'il y aura des êtres humains prêts à exploiter la détresse d'autrui, il faudra des Marie-Agnès pour témoigner, des sœurs Élisabeth pour préserver la vérité, des Odilon Barrot pour enquêter, car la barbarie ne disparaît jamais définitivement. Elle se contente de changer de masque, d'adapter ses méthodes, de moderniser ses alibis. Seule la vigilance citoyenne peut l'empêcher de prospérer dans l'ombre de nos indifférences.